Et si on se disait que même nos gestes les plus personnels, les plus intimes, ne sont pas vraiment à nous? C'est l'idée un peu folle qu'on explore aujourd'hui grâce au sociologue Marcel Mauss. Pour lui, la société nous apprend tout, même les choses qu'on croit les plus instinctives. Alors, la question est posée directe. Notre façon de marcher, de nager ou même, de tenir nos mains, est-ce que ça vient vraiment de nous? Est-ce que c'est inné ou est-ce qu'on a tout appris sans même s'en apercevoir? C'est ça, le cœur du sujet. Et tout ça, ça part d'une anecdote perso de Mauss. Imaginez, il est malade à l'hôpital à New York. Et là, il regarde les infirmières marcher et il se dit « Mais cette démarche, je l'ai déjà vue quelque part. » Et bam, ça lui revient. Au cinéma, c'était la démarche des actrices américaines. Ce qui est dingue, c'est de réaliser qu'une technologie toute nouvelle à l'époque, le cinéma, était capable de faire traverser l'Atlantique à une simple façon de marcher. Un geste du quotidien qui devient une mode culturelle. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le concept clé de Mauss, il appelle ça les techniques du corps. L'idée, c'est que notre corps, c'est notre tout premier outil, le plus naturel, on pourrait croire. Mais en fait, c'est un outil qui a été complètement modelé par la société. Pour nommer ce phénomène, Mauss va chercher un vieux mot qui vient d'Aristote, l'habitus. Attention, ce n'est pas juste une habitude, non. L'habitus, c'est beaucoup plus. C'est tout ce qu'on a appris à faire avec notre corps sans y penser. Par l'éducation, en imitant les autres. C'est un peu le lien invisible qui nous connecte à notre culture. Pour que ce soit bien concret, regardez l'exemple de la natation. C'est fou de se dire que ça a changé du tout au tout en une seule génération. Mauss l'a vu de ses propres yeux. Avant, on nageait la brasse, la tête bien hors de l'eau. Et puis paf, le crawl est arrivé avec le visage dans l'eau. Même la façon d'apprendre a été complètement retournée. Aujourd'hui, on met les enfants à l'aise dans l'eau, on leur apprend à plonger, avant même de leur apprendre à nager. C'est la preuve flagrante qu'une technique du corps, ça n'a rien de définitif. Et ce n'est pas que pour la natation. Mauss raconte aussi que son prof de gym lui avait appris à courir avec les poings serrés contre le corps, complètement contre-productif. Plus tard, il s'est rendu compte que c'était l'inverse de ce que faisaient les vrais coureurs. Ça montre bien que l'éducation physique, c'est d'abord une éducation sociale. On nous transmet des normes qui peuvent être complètement dépassées. Allez, maintenant, on passe à un cas d'école, un exemple vraiment extrême, pour voir jusqu'où ça peut aller, comment ces techniques peuvent modeler une société entière. C'est l'histoire d'une société qui change de visage, littéralement, en fonction des saisons. Alors voilà, Mauss s'est intéressé à des sociétés inuites et ce qu'il a découvert est juste incroyable. Imaginez, en été, c'est la dispersion. On vit en petites tentes, en famille. Du coup, la société est très individualiste. La propriété est privée, super stricte et la loi est dure. Et puis, arrive l'hiver. Et là, c'est une transformation totale. On se regroupe tous dans d'immenses maisons longues, tout devient collectif. La propriété et la vie de famille. La loi s'adoucit, les conflits se règlent par des duels de chants. C'est le même peuple, mais avec deux sociétés complètement différentes. Et tout ça, c'est dicté par les techniques de survie qui changent avec la saison. Ok, on a parlé du corps comme outil. Maintenant, poussons la logique un peu plus loin. Et les outils qu'on fabrique alors? Un marteau, un ordinateur? Est-ce que ce sont juste des objets? Juste de la mécanique? Alors, il y a la vision de l'ingénieur, celle de Charles Frémont par exemple. Pour lui, c'est simple. Un outil, c'est un problème de mécanique, point. C'est une solution logique, rationnelle, à un besoin. Sa forme, sa fonction, tout est dicté par la pure efficacité. Pas de place pour le reste. Mais il y a une autre vision, celle d'Henri Hubert, un collègue de Mauss. Et lui, il dit pas du tout. Un outil, ce n'est jamais juste un objet mécanique. C'est le produit de toute une culture. Il est chargé de croyances, d'esthétique, de tradition. Pour vraiment comprendre un outil, il ne suffit pas de regarder comment il marche, il faut connaître toute son histoire sociale. Et cette idée, en fait, elle est super actuelle. Pensez-y, le soldat qui donne un petit nom à son fusil, l'artisan qui parle de son outil préféré comme s'il avait une âme. On fait tous un peu, non? On donne une personnalité aux objets. C'est bien la preuve qu'on ne les voit pas juste comme des bouts de métal. Bon, on a vu l'individu puis l'outil. Maintenant, on change d'échelle et on regarde les civilisations entières. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un progrès bien droit, bien linéaire, où chacun avance dans son coin? L'idée classique, c'est que l'évolution humaine, c'est une seule grande route bien droite. Eh bien pour Mauss, c'est une vision beaucoup trop simple, presque fausse. La vraie histoire, c'est celle d'un gigantesque bazar, un mélange permanent fait d'emprunts et d'échanges dans tous les sens. Et pour voir ça en vrai, il suffit de regarder un monument comme Angkor Wat. C'est un exemple incroyable. Ce n'est pas le fruit d'une seule culture pure, c'est un vrai chaudron de civilisation. Sur une frise, on a une histoire bouddhiste. Juste à côté, des scènes de l'épopée hindoue. Et puis là, c'est encore plus fou, une immense armée avec des armes, des vêtements, des gestes qu'on ne connaît pas. Et enfin, on a des scènes d'artisanat avec des influences indo-chinoises. Bref, Angkor Wat, c'est la preuve gravée dans la pierre que les civilisations sont faites de métissage. Et ça amène Mauss à une conclusion qui renverse complètement la table. Il dit « l'emprunt, c'est la norme ».
Ce qui est bizarre, ce qui est exceptionnel, ce n'est pas d'échanger avec les autres, c'est de refuser d'échanger. Par défaut, les sociétés se parlent, se piquent des idées, se mélangent. C'est l'isolement qui est l'anomalie. Et maintenant, la question qui tue. On boucle la boucle et on revient à aujourd'hui. Avec toutes nos technologies, que sommes-nous en train de devenir? Sommes-nous en train de nous transformer en hommes, robots? La réponse est loin d'être simple. D'un côté, on a l'optimisme de Mauss. Lui, il y croyait à fond. Pour lui, l'histoire de l'industrie, c'est l'histoire de la civilisation. Il pensait vraiment que la technique allait nous sauver de toutes les crises, morales comme matérielles. C'était la grande promesse du progrès. Mais en face, à la même époque, on a un son de cloche radicalement différent, celui de Saint-Exupéry. En 1943, il écrit son angoisse. Il voit arriver l'homme robot, l'homme termite, un être humain vidé de tout pouvoir créateur. Pour lui, la technique moderne ne sauve pas l'humanité, elle crée un terrible désert humain. C'est la peur totale de la déshumanisation par la machine. Et ce choc entre les deux visions nous laisse avec une question vertigineuse pour notre époque. Pensez à nos gestes d'aujourd'hui, le swipe sur un écran, le scroll infini, notre posture quand on est avachi sur un smartphone, ce sont ça nos nouvelles techniques du corps. Alors la question reste entière, est-ce que ces techniques nous rendent plus parfaits, comme l'espérait Mauss, ou est-ce qu'elles nous transforment lentement en ces hommes robots que redoutait tant Saint-Exupéry? Je vous laisse là-dessus.